BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Club de la Bourse en compagnie d'Alice Labou ce soir, présidente de Trecento Asset Management, Vincent Juvin, stratégiste pour JP Morgan Asset Management. Si on revient sur le marché, comment on justifie, comment on explique cette reprise du marché là qu'on a connue en 15 jours, qui a été aussi très violente et qui peut susciter un certain nombre d'interrogations. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la reprise en ligne droite du marché qu'on a connue, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, Alice. C'est-à-dire que ça a été violent et rapide, la hausse, autant que la baisse a été violente et rapide. Donc à vrai dire, c'est vrai que ni dans un sens ni dans l'autre, on est forcément à l'aise, puisque ça fait preuve, si vous voulez, ça illustre assez bien la sensibilité des investisseurs et du marché, et cette fameuse volatilité très élevée qu'on a retrouvée, qui baisse depuis la semaine dernière, mais qui quand même reste très présente par rapport à ces derniers mois. Donc pourquoi est-ce qu'on est reparti en ligne droite? Je crois parce qu'on s'est rendu compte, un, que la baisse était exagérée, deux, que effectivement la Banque centrale américaine continuait, enfin en tout cas faisait ce qu'elle avait annoncé qu'elle allait faire, c'est-à-dire la fin du tapering, donc de l'injection de liquidités. Donc c'est plutôt quand même un signe de bonne santé de l'économie américaine. Là, on a vu vendredi, et je pense que ça a bien aussi contribué à la très forte hausse qu'on a eue, la Banque du Japon qui annonce que ils vont augmenter les injections de liquidités, que le fonds souverain japonais va être obligé d'augmenter sa part action. Et c'est pas anodin, parce que vous savez que les Japonais n'aiment pas la prise de risque, notamment à travers leurs fonds souverains, mais pas seulement, même les particuliers dans leur épargne ont du mal à acheter des actions. Ils achètent plutôt, ils sont risques averses énormément. Donc je pense que tout ça accumulé, plus en fait des résultats d'entreprises qui sont pas si mauvais que ça. En tout cas aux États-Unis, on a vu les publications qui sont tout à fait en ligne, voire supérieures. En Europe, un petit peu aussi, on a quelques bonnes surprises. Alors les mauvaises surprises sont sanctionnées évidemment, mais je crois que tout ceci cumulé fait que le marché est reparti en flèche. Donc là, voilà, doucement, parce que c'est pas dit qu'on respire pas un petit peu plus longtemps. La Banque centrale du Japon, Vincent, ça a été une surprise. Ça vient sur fond d'une économie japonaise qui est quand même encore dans une situation difficile, et évidemment ça a fait boomer le marché vendredi. Enfin, c'est vrai que c'est des réactions qui aujourd'hui peuvent faire un peu peur. C'est-à-dire que voilà, ça fait 4-5 ans qu'on vit dans ces injections de liquidités permanentes. Quand on voit qu'une banque centrale nous dit je vais mettre un petit jeton encore en plus, et que le marché à nouveau explose à la hausse, on se dit on est loin d'être désensibilisé à ce genre d'action et de phénomène là. Ouais, ce genre d'explosion est évidemment un petit peu irrationnel, et parier sur le succès de la politique monétaire japonaise est pour moi un petit peu illusoire. Ça ne solutionne pas les problèmes fondamentaux du Japon, les problèmes fondamentaux. C'est l'étape qu'on attend après ces injections de liquidités. C'est ce que fera M. Abe dans ses réformes structurelles, c'est d'ouvrir davantage la société japonaise au monde extérieur, c'est de la rendre, en tout cas l'économie japonaise, plus pérenne, de réduire les déficits qui sont, on parle de déficit de 3% du PIB en France, mais c'est 10% du PIB au Japon. Une dette pléthorique naturellement, plus de 220% du PIB selon les éléments de mesure qu'on peut prendre pour la dette japonaise. Donc cela, la Banque centrale du Japon ne pourra évidemment pas changer la donne. Maintenant, les marchés, c'est évidemment quelque chose qui est fort sentimental. Les investisseurs, il faut pouvoir les choyer aussi. Je pense qu'il y a eu un boost de confiance qui a été créé par cela. C'est toujours positif, évidemment, de voir le yen refluer par rapport au dollar. Ça va évidemment entraîner à la hausse les bénéfices des entreprises japonaises. Si celles-ci sont soutenues en cela par le fonds de pension japonais, ça crée évidemment un boost temporaire, ne fût-ce que pour le sentiment. Et je pense qu'il faut pouvoir, en tant que banque centrale, relancer la machine. Pour être structurellement plus positif sur le Japon, j'attendrai que M. Abe ouvre les portes aux migrants au Japon, ce qui n'a pas été fait. On a parlé de quelques centaines de jeunes filles au père cet été. C'est pas ça qui va permettre à la Est-ce que les Japonais en veulent de ces réformes? C'est la question. Est-ce que les Japonais en veulent de ces réformes? C'est pas. Je pense qu'ils se rendent compte que l'économie japonaise va dans le mur. Je pense que ça c'est très clair dans la société japonaise. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont relativement frileux par rapport à ce qui a été proposé jusqu'ici. Alors au-delà, c'est bien d'avoir des banques centrales qui vont avoir un contre-courant de ce que fait la Fed actuellement. Il faut évidemment montrer au marché que l'environnement de liquidité reste globalement positif. On a une Fed qui aujourd'hui stoppe d'injecter la liquidité. Enfin, maintenant, la politique monétaire, le bilan de la Fed, c'est un véritable tsunami de liquidité qui mettra des années avant de refluer, signalons-le tout de même. Mais c'est bien de voir, bien que la Bosch, prend le flambeau, en tout cas en termes d'injection de liquidité. Ça soutiendra en tout cas le sentiment dans les prochaines semaines et les prochains mois. On peut pas faire ça encore, ces banques centrales. Enfin, évidemment, alors en Europe, au Japon, mais même aux États-Unis, on voit que ça
crée aussi de la sensibilité, ça crée de l'incertitude quand même dans le marché. Quand vous entendez des annonces comme la Banque centrale du Japon, alors on aura la réunion de la BCE jeudi, mais si jamais on avait des attentes exaucées, peut-être pas ce jeudi, mais un peu plus tard de la part de la Banque centrale européenne, vous dites quoi, Alice? C'est bien, ils ont raison, il faut continuer de le faire là? C'est leur métier. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu tendance à oublier en Europe qu'un des métiers, a priori, de la Banque centrale, c'est aussi ce genre d'intervention et de venir réguler justement l'économie et pallier à des difficultés que peut rencontrer l'économie, en tout cas sur la zone traitée, par de l'injection de liquidités et par un jeu de planche à billets dans un sens ou dans l'autre. Donc, mon sentiment, c'est que c'est leur métier. Mais il faut savoir, évidemment, le faire de manière mesurée. Et on est d'accord pour dire qu'aux États-Unis, ça a été fait de manière absolument gigantesque. Néanmoins, c'était indispensable, on le voit bien. Est-ce que ça a apporté trop de liquidités au marché? Est-ce que ça a entretenu la hausse du marché action? C'est vrai qu'on a même du mal à quantifier en fait l'impact que cela a eu véritablement sur des points de PIB et sur la hausse du marché action. Donc, en tout cas, c'est bien que Yellen fasse ce qui avait été prévu, c'est-à-dire arrêter les injections de liquidités. Il était temps et le marché a l'air de plutôt bien le supporter. Bon, est-ce qu'en parallèle, il faut que la BCE, fasse ce qu'elle a promis, c'est-à-dire augmenter son bilan de 1000 milliards, j'ai envie de dire par tous les moyens, Vincent, ce qui est une question que se pose le marché aujourd'hui au regard des marchés ciblés par la BCE dans ses programmes d'achat privés là. Je pense qu'il est souhaitable qu'elle augmente son bilan. Alors de 1000 milliards, il fallait évidemment un chiffre impressionnant. Je pense que si elle le fait par le biais de ses TLTRO et par ce biais de ses programmes ABS, c'est une bonne chose. Je reste personnellement tout à fait opposé à un programme d'assouplissement quantitatif à l'américaine en zone euro, parce que je pense que ça n'a pas de sens. D'abord, ça me semble pas utile. Alors, encore les taux à 10 ans en Italie et en Espagne ce matin, on est aux alentours de 2-3 pour l'instant. Il y a zéro croissance, ils sont en récession. C'est quand même insupportable d'avoir plus de 2% dans un pays en récession avec des prix qui sont négatifs. L'assouplissement quantitatif ou l'injection de liquidité ne crée pas de la croissance. Ça crée une offre, ça facilite l'offre de crédit, oui, mais ça crée pas la demande de crédit. La demande de crédit, celle-là doit être stimulée par le volet politique. Et là, on arrive aux limites de ce que peut faire une banque centrale. Aux États-Unis, il y avait là un réel problème de taux qui était à un moment trop haut, notamment pour les prêts hypothécaires. Et là, je dirais, les assouplissements quantitatifs de la Réserve fédérale ont été utiles. En zone euro, les taux sont déjà très bas, d'aucuns pourraient même dire trop bas. Donc, oui, mais pour une croissance réelle encore plus basse. Alors la croissance, c'est, je l'espère, la commission qui prend ses fonctions aujourd'hui, qui va s'en occuper. Notre sauveur, le héros. Est-ce que ce sera notre sauveur? Je l'espère. Il se rend en tout cas bien compte, et c'était ses propos il y a 2 semaines, que sa commission est vraisemblablement la commission de la dernière chance. Non seulement pour regagner les faveurs du grand public par rapport à l'utilité politique de la commission, mais certainement des investisseurs, des économistes quant à l'utilité économique de la zone euro. Et là, je pense qu'en tout cas avant Noël, on aura les détails de son plan d'investissement d'à peu près 300 milliards d'euros. Alors certes, on voudrait toujours davantage, c'est vraiment opposé aux 1000 milliards de la Banque centrale européenne. C'est pas de l'argent nouveau, Vincent, c'est des réallocations, mais l'effet multiplicateur de l'investissement est beaucoup plus important que celui d'injection de liquidité quelconque. Si c'est complété en cela par des programmes spécifiques à l'échelon national, et on a vu notamment lors de cette rencontre franco-allemande qui avait en tout cas des concessions, en tout cas de façade qui était faite notamment sur la part des investissements rapportés au PIB en Allemagne qui devait être portée à 50 milliards. On voit que si un certain nombre d'États emboîtent le pas, l'Allemagne va faire semblant d'investir, on va faire semblant de réformer. Je pense que des investissements sont nécessaires dans un certain nombre de pays, y compris en Allemagne. Et l'Allemagne n'a pas entendu de la visite de M. Macron pour le signaler. Mme Merkel, dans sa formation de sa coalition, avait signalé notamment qu'en Allemagne de l'Ouest, des grands programmes ambitieux pour la rénovation des autoroutes notamment étaient nécessaires. Je pense que ceci peut générer de la croissance en zone euro. Je pense que c'est un des volets, l'investissement. 300 milliards, c'est quand même 3% du PIB de la zone euro, rappelons-le. Donc c'est quand même pas rien. Je pense qu'il faut également avancer sur les réformes structurelles en zone euro. On le rappelle trop peu souvent, mais la zone euro a un potentiel de croissance inouï si on est d'accord tous ensemble, d'aller vers davantage d'intégration. Un peu ce qui se fait finalement à l'échelle française, de se dire on va remettre des départements ensemble pour essayer de mettre les moyens en commun. Ce sera plus efficace et ça générera davantage de
bien-être économique pour la population. Eh bien, en zone euro, on peut le faire aussi. Vous l'achetez ce scénario ou pas, Alice? C'est le scénario un peu idéal avec tous les risques que ça comporte, enfin les risques de non-exécution de ce scénario-là? De toute façon, le choix est relativement limité. C'est-à-dire que quelles sont les possibilités, effectivement, une vraie politique budgétaire européenne ou locale, enfin idéalement les deux conjointement, et puis une politique monétaire relativement tout de même accommodante, indispensable pour prêter de l'argent à nos entreprises. Alors il faut que les entreprises décident d'investir, et ça c'est un autre sujet. C'est recréer la confiance en Europe, recréer notamment la confiance des petites et moyennes entreprises qui malheureusement investissent encore très peu et qui attendent que le carnet de commandes soit plein pour ensuite investir avant de vraiment lancer des investissements. Or, on sait que le succès d'une entreprise vient aussi de sa capacité à investir avant de recevoir des commandes. Donc, ramener la confiance, et ça, c'est à la fois politique, comme vous le disiez, et c'est très juste parce que effectivement, ne serait-ce qu'en France, parfois, les investisseurs, les entrepreneurs se sentent un petit peu déprimés, et donc à la fois politique et en même temps budgétaire, c'est indispensable. Bon, manque de confiance, l'état de santé des entreprises. Vous nous disiez tout à l'heure que, alors si on prend le stock 600, mais ça intègre évidemment le UK et la Suisse, que les résultats sont plutôt au rendez-vous. On a cette inflexion là des perspectives bénéficiaires, on a des révisions à la hausse du consensus sur l'ensemble des sociétés européennes. Ça commence ou pas là, Vincent? Les chiffres à ce matin, j'avais à peu près 47% de la capitalisation boursière qui avait rapporté ces résultats. Ouais. Stock 600, une progression bénéficiaire de 12%, à mettre à l'actif essentiellement des effets de marge, avec évidemment, comme vous l'évoquiez, donc la Suisse et le UK qui sont des gros contributeurs à cette croissance. Pas encore réellement de croissance de chiffre d'affaires, même pour l'instant sur ce qui a été rapporté, même une légère contraction. Donc ça c'est pour l'Europe. Aux États-Unis, on est à 10,6 de croissance bénéficiaire par rapport à l'année passée, sur 75% du marché qui a déjà rapporté, avec là toujours des effets de marge qui sont importants, mais à peu près 3,5% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc là, je pense que ça, c'est clairement encourageant. Je pense que les résultats européens sont encourageants. C'est encore un peu tôt, 47%, on verra, il y a encore beaucoup de gros poids lourds de l'indice qui doivent publier un petit peu plus tard. Après 4% de hausse au deuxième trimestre, on peut en tout cas dire que ça demeure, je dirais, un pas dans la bonne direction et qui devrait soutenir la tendance dans les prochains trimestres pour les marchés européens. Vincent Juvin, Alice Labou, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités du Club de la Bourse, Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management, Vincent Juvin, stratégiste pour JP Morgan AM, et depuis Daily FXM en duplex, Vincent Gane. On vous retrouve, le marché qui marque une respiration. Alors on sait que les mois d'octobre en bourse sont jamais des mois très faciles, pour ne pas dire des mauvais mois. Est-ce que octobre peut être un meilleur mois là ? Alors au mois de novembre, alors le mois d'octobre généralement sont des mois en fait où on constate une augmentation très significative de la volatilité implicite. Pour autant, le mois d'octobre 2014 n'a pas été particulièrement négatif lorsqu'on se base sur les cours de clôture. Par contre, il est vrai, nous avons fait un point bas assez en deçà du niveau actuel des marchés lors de la séance du 16 octobre. Maintenant, pour comparer les saisonnalités, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, naturellement que cette période qui s'étend de début novembre, disons jusqu'à la fin du mois de janvier, mi-janvier, eh bien c'est plutôt une période statistiquement favorable lorsqu'on étudie 100 années d'évolution des prix des actions, notamment américaines. Donc forcément, selon la saisonnalité, on peut s'attendre à quelque chose de favorable sur les marchés actions aux États-Unis. Là où c'est plus compliqué, c'est que ces marchés actions américains sont revenus justement au contact de leur sommet historique. On sait que la Fed a suspendu, enfin a terminé définitivement son programme d'achat d'actifs, et clairement maintenant l'économie américaine doit faire la démonstration de son retour en autonomie. Alors aujourd'hui, on a eu un indicateur d'ailleurs avancé, le fameux indice PMI, qui est très suivi et respecté par les investisseurs, qui plutôt conforte la décision de la Réserve fédérale des États-Unis. Et puis à côté de ça, on a toujours des banques centrales qui, elles, au contraire, augmentent leurs mesures accommodantes. Nous avons eu la Banque centrale du Japon. Je n'attends rien, moi, cette semaine de la Banque centrale européenne, puisqu'elle va probablement simplement chercher à constater l'efficacité des mesures qu'elle a engagées ces derniers mois. Cependant, on a en effet un attrait acheteur sur les actions européennes qu'on ne constate pas aujourd'hui, mais c'est logique. Ce marché action respire. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je ne serais pas
pas surpris que le marché action européen soit en mesure de continuer de retendre vers ces sommets du mois de juin dernier tout au long du mois de novembre. Et là aussi, il ne faut pas non plus exagérer, mais je pense que revoir 4300, 4350 points pour vous parler de l'indice CAC 40, c'est quelque chose qui me paraît raisonnable. Oui, d'autant que Wall Street, vous l'avez très bien dit aussi tout à l'heure, Vincent, lui a effacé 100% de la correction. Ça a été impressionnant aussi, hein. Les marchés US, eux, en ligne droite, on reprend 8-10% et on était sur des records vendredi. Nous, on est loin de nos records récents en Europe. Hein. Ah oui, c'est certain. Aux États-Unis, l'accélération a été assez violente. On a vu des titres prendre 5, 6, 7%, même des titres. Moi, je vois très bien dans le domaine de la santé, hein, le rebond qu'on a eu. On avait quand même moins baissé parce que c'est vrai que la santé, et puis surtout que nous, on n'a pas de biotechnologie qui perdent de l'argent, comme vous le savez. Donc, on a un vrai amortisseur sur notre fonds, mais on est reparti en flèche à toute vitesse. Nous, on est quasiment à 19% de hausse depuis le début de l'année, ce qui est gigantesque. Alors, il y a un biais US assez fort, mais tout de même, on voit que les investisseurs, dès que les esprits s'apaisent, vont sur le marché américain en se disant que la revalorisation va être assez forte. Enfin, il y a un biais américain aujourd'hui dans la tête des investisseurs. C'est vrai que les investisseurs hors Europe sont revenus à un moment sur l'Europe. Les flux sont repartis dans l'autre sens. Est-ce qu'ils ont été un peu vaccinés là par par ce mois d'octobre? Est-ce que ça peut laisser des traces quand même? Déjà, si vous vouliez, en tout cas sur le marché action, gagner de l'argent cette année, US, il fallait être il fallait être en tout cas en partie US, parce que c'est vrai que la zone euro, en termes de performance des marchés, pour l'instant, hein, l'année n'est pas terminée, mais n'a pas été avec un succès extraordinaire. Par contre, c'est vrai que la question des flux est fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, mais vous le savez très bien, mais en début d'année, les Américains, notamment les investisseurs américains, ont anticipé une hausse de la croissance européenne, donc sont venus sur le marché européen. Ça a apporté donc des flux, donc ça a apporté de la revalorisation, et puis des titres. Et finalement, on s'est rendu compte que la croissance serait un peu plus molle, voire relativement atone. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu en octobre. Alors, est-ce que ça laisse des traces ou pas? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'on sent bien, pour voir quelques-uns de mes confrères ces derniers temps dans différents événements, confrères gérants de fonds, on réalise bien quand même que la violence du mois d'octobre a laissé pas mal de traces dans les esprits. On n'arrive pas à rattraper. Enfin, Wall Street fait mieux, le S&P 500 fait mieux que l'Eurostoxx ou dans la hausse, et fait mieux dans la baisse aussi. Enfin, on n'arrive à aucun moment dans aucune phase de marché à grappiller, rattraper un peu du retard qu'on a sur Wall Street, sachant qu'il y a un écart historique évidemment de valorisation entre les deux, mais quand même, Vincent. Oui, nous étions, et je rappelle que vous aviez fait l'honneur de venir à notre conférence annuelle au mois de janvier, et rappelez-vous, les US étaient de loin notre marché préféré, moins l'Europe d'ailleurs. Cela étant, je pense que dans les prochains mois, cet écart pourrait peut-être s'amenuiser. Je pense que, objectivement, je deviens, moi, depuis cet été, beaucoup plus positif pour les actions européennes, à l'heure où les investisseurs perdent un petit peu la foi dans ce marché européen. Alors, nous méprenons pas, je reconnais que l'économie européenne va mal. Alors, pour quelle raison est-ce que vous renforcez votre sentiment positif là? Un point bas, je pense, dans le cycle économique. On a aujourd'hui une conjonction de facteurs que les investisseurs attendaient en début d'année et qui sont en train de se matérialiser maintenant, qui pourraient planter les grains quelque part d'une croissance future et de résultats meilleurs pour les entreprises. Nous voulions en début d'année, en tout cas ceux qui étaient positionnés sur l'Europe, voir de la croissance. Croissance qui allait être libérée par des réformes structurelles. On en avait trop peu. On voit aujourd'hui que l'Italie en a pris. On voit que la France en a pris. On voit qu'un certain nombre de pays européens, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne en prend. On voit que c'est venu trop tard, mais enfin, elles sont aujourd'hui prises. On voulait davantage de la Banque Centrale Européenne. Alors, beaucoup espéraient du quantitative easing. Je pense que là, leurs vœux ne seront pas exaucés. Néanmoins, on voulait une politique monétaire qui permette de déprimer la valeur de l'euro par rapport au dollar. On a un euro qui aujourd'hui fluctue à 1,25. Ouais. Nous étions proches des 1,40 début d'année. Ça va être un boost de compétitivité pour les entreprises européennes important. Et ça va être quelque chose qui va ajouter de la croissance aux zone euro. Alors, le quantifier est évidemment un exercice vain et difficile, mais enfin, ça va rajouter de la croissance. Donc, cette conjonction de facteurs, réformes structurelles, politique monétaire avant-gardiste, maintenant une commission qui se met en place, qui était absente pendant toute cette année et qui va peut-être faire trop peu, on peut en discuter, mais qui fera tout de même, qui va donner une impulsion, ceci créera de la croissance dans une Europe qui dépend d'un monde globalisé pour sa croissance et qui pourra s'appuyer sur la béquille américaine. Un mot sur l'euro-dollar, justement, Vincent, au passage. C'est vrai que on était sous 1,25 en fin de semaine dernière, mais c'est vrai qu'on avait eu le sentiment pendant 15 jours, 3 semaines peut-être qu'on était sur un plancher, d'une stabilisation. La baisse de l'euro-dollar c'était plus ou moins arrêté. Est-ce que c'est reparti là? Est-ce qu'on a réenclenché quelque chose à la baisse? Alors pour vous répondre précisément, en fait, ce qui a été interrompu légèrement au mois d'octobre,
c'est la phase d'appréciation du dollar américain. Le dollar américain, c'est le facteur technique dominant sur le marché des change depuis le début du mois de juillet dernier. En 3 mois, le dollar américain s'est apprécié de 10%. Et puis il a respiré au mois d'octobre. À un moment, il perdait 2%. Puis là, il tente de reprendre sa marche en avant. Finalement, on n'a pas réellement de nouveaux signaux techniques sur la paire euro-dollar au mois d'octobre. On teste en effet un niveau important à 25 $. Bon, clairement, les probabilités sont en faveur au mois de novembre de davantage de dépréciation du taux de change de l'euro sur le marché des changes. Mais là encore, j'hésite. Soit au mois de novembre, soit au mois de décembre, en fonction du ton qu'adoptera la Banque Centrale Européenne, notamment donc lors de sa réunion du jeudi 6 novembre ou celle du mois de décembre. Ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'investisseur sur le marché des changes, il faut continuer d'être investi en dollars américains. Il y a un potentiel d'appréciation. On voit parfaitement l'impact sur le marché des devises, je dirais, du différentiel de politique monétaire. Regardez le yen japonais qui s'effondre à nouveau, qui est sur un plus bas de 7 ans, notamment face au dollar américain. Je ne dis pas que l'euro va subir le même type de chute que le yen japonais, mais somme toute, lorsqu'on compare les perspectives de politique monétaire, moi ça ne me surprendrait pas que petit à petit, finalement, en conservant le rythme que nous avons sur l'euro-dollar depuis le printemps dernier, que cette paire rejoigne 1,22 $, 1,20 $ d'ici la fin de l'année. Mais finalement, en tant qu'investisseur, tout est question de timing. Et il est vrai que pour le moment, on travaille un seuil important à 25 $ qui tient. Peut-être que cela sera différent en fonction du ton qu'adoptera notamment Mario Draghi jeudi 6 novembre lors de sa conférence de presse. À suivre en direct sur BFM Business. Vous avez l'habitude, comme chaque premier jeudi du mois, on prend l'antenne à 14h et la conférence de presse dont vous parliez, Vincent, à partir de 14h30, relayée en direct et traduite. Merci beaucoup à Vincent. Vincent Gann, les équipes d'EliFX, FXCM qui nous accompagnent régulièrement pour les clôtures de marché. Alice Labou, Vincent Juvin, vous restez avec nous. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant pour clore ce club de la bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.